Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans la cour commune, nous nous sommes intéressés à un sujet à la fois fascinant et complexe qui soulève des questions essentielles sur notre avenir. L'intelligence artificielle, c'est une révolution qui s'annonce de la santé à l'environnement en passant par l'éducation. Alors, entre espoir et appréhension, nous explorerons comment l'intelligence artificielle transforme notre quotidien des avancées médicales aux innovations technologiques tout en examinant les défis éthiques et sociaux qu'elle pose. Alors, on en parle avec mes invités, ils sont des experts et ils sont déjà sur ce plateau. Tout juste à ma gauche, j'ai Monsieur Christian Caleb Doumaté. Bonjour. Bonjour Antonia, comment allez-vous? Je me porte à merveille. Vous êtes consultant communicateur digital. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Tout juste à ma droite, j'ai Monsieur Doji Abalo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conseiller d'orientation, de réorientation scolaire professionnelle. Exactement. Ok, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Tout juste à côté de vous, nous avons Monsieur Michel Soudé. Vous êtes point focal senior sur l'EIA de la Fondation Vallée. Tout à fait. L'EIA signifie école d'été sur l'intelligence artificielle. Bien sûr. Bonjour Voilà. madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, je commence par vous, Monsieur Christian Caleb Doumaté. Pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle est définie comme un langage programmé pour comprendre ce qui est dit par un utilisateur et qui ensuite fait référence à une base de connaissances qui a déjà été programmée à la base et qui fournit maintenant des réponses à la requête de l'utilisateur qui est en face de l'IA en question. Ok, d'accord. Vous, monsieur, monsieur Dojamalo, dans le contexte de l'éducation, d'accord, c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment vous définissez l'intelligence artificielle? Je ne donnerai pas une réponse différente s'il s'agit de LLM, Language Large Model. Je crois que c'est bien ça. Hein. Les professionnels parlent de cela. Ce sont des systèmes qui imitent la cognition, qui imitent l'intelligence naturelle, faisant en sorte de créer une interaction entre l'utilisateur et la machine de manière très simple. Et ça existait depuis, ça s'est développé depuis les années 60, ça s'est développé maintenant et ça continuera sûrement de manière beaucoup plus intense. D'accord. Monsieur Michel Soudé, beaucoup pensent que c'est cette année, peut-être il y a quelques années, que l'intelligence artificielle, cette technologie est née. Effectivement, beaucoup pensent que l'intelligence artificielle est née il y a quelques années, surtout avec l'avènement de ChatGPT. Ce que nous avons ChatGPT actuellement, c'est une version améliorée. Donc, comme l'a dit M. Abalo tout à l'heure, l'intelligence artificielle ne date pas de maintenant. Les spécialistes et techniciens ont eu à améliorer cette intelligence, cette technologie sur laquelle ils réfléchissaient depuis fort longtemps. Donc, depuis 2022-2023, actuellement, il y a une explosion, si on peut le dire. Il y a une révolution et les gens sont plus informés sur l'intelligence artificielle. Mais pour les techniciens, ce n'est pas nouveau. Ok, d'accord. Mais beaucoup pensent que c'est quelqu'un qui est juste derrière et dès qu'on met les questions, la personne répond aussitôt. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Comme ils ont eu à le dire, c'est une technologie qui permet à une machine de simuler l'intelligence humaine. Tout simplement. Ce sont des technologies derrière qui permettent à une machine de simuler l'intelligence humaine. Quand on parle de simuler l'intelligence humaine, c'est de lui donner la capacité d'apprendre, d'analyser et de donner un résultat. Donc, lorsque vous fournissez une information, il apprend, il analyse et il vous donne ensuite une réponse à votre requête. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, puisque en matière d'intelligence artificielle, beaucoup se focalisent sur celles qui sont célèbres actuellement, notamment ChatGPT et Corollaire. En fait, ce sont des modèles d'intelligence artificielle de type ce sont des générateurs de texte,
n'est-ce pas? Et il y en a qui génèrent de l'image, il y en a qui génèrent des vidéos, il y en a qui font du coding, il y en a qui créent aussi. Si vous voulez aujourd'hui peut-être avoir du GG Vicky qui fait un featuring avec je ne sais pas qui, Damso sur de la drill, vous pouvez l'avoir parce que c'est des modèles qui sont générés en fait. Ça n'existait pas avant, c'est pour ça qu'on parle de création, mais se basant toujours sur un existant. Même s'il y en a aussi qui arrivent à créer, à faire de l'innovation jusqu'à participer à la dépose, enfin, au dépôt de brevets. Donc, en matière d'IA, il y a ceux qui sont très basiques. Quand vous faites Siri, parle-moi de ceci, vous parlez à une IA. Quand vous avez des recommandations Netflix ou Amazon ou je ne sais pas quelle autre recommandation sur Facebook, c'est une IA qui agit. Quand vous faites une partie d'échecs sur votre téléphone portable et que l'IA interagit avec vous, c'est une IA qui agit là aussi. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Quand vous prenez votre téléphone et qu'il y a de la reconnaissance faciale, c'est d'une IA qui agit là aussi. Et quand je disais que depuis les années 60, à partir des années 60 en tout cas, l'IA a commencé même petitement, ça s'est cristallisé, j'ai oublié le nom, mais on a réussi à faire jouer un ordinateur contre Kasparov, le grand joueur d'échecs, et l'ordinateur l'a battu. Et là, c'était une IA qui était en train de fonctionner. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est pas d'aujourd'hui que ces outils-là existent, mais elles ont été travaillées, elles ont été décentralisées, démocratisées, notamment avec OpenAI, qui a fourni le code. Elon Musk n'est pas d'accord. D'ailleurs, ils sont en procès par rapport à ça. Bon, on verra bien, et on espère que des outils de la sorte pourraient être en libre accès beaucoup plus, des outils performants, j'entends, pourraient être en libre accès pour le commun de la population. D'accord. Oui. Ok, merci beaucoup. Comme l'a dit M. Abalo qui est très informé par rapport à l'intelligence artificielle, effectivement, l'intelligence artificielle est déjà dans notre quotidien avant même cette explosion dont je parlais tout à l'heure. Lorsque nous parlons des réseaux sociaux, par exemple, nous sommes tous friands des réseaux sociaux. Il faut dire que notre fil d'actualité est personnalisé. Parce que ce que vous voyez n'est pas peut-être ce que moi je vois, ou ce que M. Abalo voit, ou également ce que M. Khaled voit. Donc c'est fil d'actualité personnalisé. Et c'est l'intelligence artificielle qui permet d'avoir ce fil d'actualité personnalisé, qui vous propose ce que vous aimez. Vous allez constater que votre fil d'actualité ne vous propose que ce que vous aimez. Et tout à l'heure, même en venant, j'ai eu à utiliser Google Maps parce que je ne connaissais pas iTélé. Et utiliser Google Maps, c'est également utiliser l'intelligence artificielle. Parce que tu lui demandes, tu dis, je vais à Fidjurosset, à tel endroit. Et en fonction de... Il prend les données, il voit rapidement, il vous dit, voilà l'itinéraire le plus court, tout et tout. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas... ça n'est pas de maintenant en fait. Nous l'utilisons déjà, mais nous n'avons pas conscience de ce qu'était. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Christian Caleb Doumaté, comment voyez-vous l'IA aujourd'hui qui émerge, voilà, et aujourd'hui beaucoup de personnes ont connaissance de cette technologie. Comment voyez-vous l'IA s'intégrer et s'adapter à notre quotidien aujourd'hui? Alors, je dirais que par rapport à ça, il y a peut-être deux écoles. Il y a ceux qui redoutent l'IA et ceux qui en ont plutôt fait un atout et qui arrivent à l'utiliser au quotidien. Aujourd'hui, les possibilités qui existent avec l'IA sont infinies. Et dans le quotidien, il y a mille et une manières de pouvoir l'utiliser. Déjà, quand on prend sur le plan professionnel, il y a différentes manières de l'utiliser. Moi, en tant que consultant en marketing et en communication, il y a beaucoup de choses que j'arrive à faire avec les IA. Oui, vous dites-nous quelque chose. Je peux par exemple construire avec une stratégie marketing avec l'IA. Ça ne veut pas dire que je laisse tout le travail à l'IA parce que l'IA a sa base de connaissances, mais c'est moi le professionnel, sur la base de mes capacités, je peux orienter l'IA pour lui dire, voilà ce que je voudrais exactement. Si je demande à l'IA, rédige-moi une stratégie, ça va me proposer quelque chose de très classique. Mais ce ne sera pas forcément adapté au contexte dans lequel nous sommes. Moi, de par mon expérience, de par mon expertise, je peux orienter l'IA et lui dire, OK, par rapport à tel aspect de ce que tu m'as proposé, je voudrais que tu fasses tel, que tu intègres telle variable,
tel élément, et ça me permet d'avoir quelque chose qui est réellement adapté. Donc, utiliser l'IA aujourd'hui, c'est bien, mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent que l'IA va remplacer l'humain, ce n'est pas forcément quelque chose qui est évident, dans la mesure où l'humain a toujours son rôle à jouer. Pouvoir utiliser une IA aujourd'hui de manière performante demande d'avoir des compétences, demande d'avoir une expertise soi-même pour pouvoir orienter l'IA. L'IA est un outil, ce n'est pas quelque chose qui va remplacer l'humain en tant que tel. Et dans plusieurs domaines, on peut utiliser l'IA, que ce soit dans la santé pour établir des diagnostics. On peut remettre des analyses, des résultats d'analyse à une IA qui va les analyser et qui va proposer un diagnostic qui sera validé ou pas par le médecin. En tout cas, ça permettra quand même au médecin de savoir quelles sont les différentes pathologies qui peuvent découler de ces symptômes-là ou de ces résultats d'analyse. De la même manière, dans d'autres domaines, on peut utiliser l'IA. Donc, aujourd'hui, l'IA est un outil qui s'intègre parfaitement dans la plupart des métiers, qui permet d'aller très vite, qui permet d'accroître considérablement la productivité. Donc, c'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, on peut dire que l'IA s'intègre dans le quotidien des gens, du commun des mortels. D'accord. Et pour vous? Merci beaucoup. Monsieur Khaled a dit que l'IA s'intègre. Moi, je dirais plutôt que l'IA s'est déjà intégrée dans notre quotidien. Parce que tout à l'heure, quand je parlais, j'ai donné l'exemple des réseaux sociaux, ça montre déjà que l'IA, nous sommes avec l'IA tout le temps. Et effectivement, l'IA permet d'avoir une meilleure productivité. Ça aide dans la prise de décision. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, vous avez la capacité d'analyser une grande quantité de données. Une grande quantité de données et pour une meilleure décision. Et comme le disait également M. Khaled, l'IA ne vient pas pour remplacer l'homme. Non. L'IA est un outil. Et il faut que l'homme domine. Il faut que l'homme domine cette technologie. C'est à l'homme de commander l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est notre commun. Aujourd'hui, je donne l'exemple, pour une réunion, vous pouvez faire une réunion, être assisté par une intelligence artificielle qui vous propose juste à la fin de votre réunion, en quelques minutes, un compte rendu. Oui. Un compte rendu, oui, le résumé. Donc, vous prenez ce compte rendu et au lieu de perdre 2 heures à rédiger votre compte rendu, vous relisez, vous améliorez. Donc, l'IA vous facilite. L'IA vient nous faciliter en réalité la vie. Mais est-ce que dans ce cas, ça ne nous amène pas à ne pas réfléchir? C'est bien possible. Parce que quelque part, on peut être bien dépendant de cette technologie au point de ne pas utiliser nos capacités pour réfléchir. Au point de ne pas utiliser nos capacités pour réfléchir. Donc, tout est une question de l'utilisation. Comment tu utilises cette intelligence artificielle? Oui, tu sais que l'intelligence artificielle te facilite la tâche. Est-ce que par moment, toi-même, tu n'as pas décidé de te mettre à la tâche? Parce que déjà, il est prouvé que lorsque tu écris chaque jour, ça reste. Voilà, ça reste. Et ça aide également la faculté d'intelligence. Donc, si c'est que tout le temps, tu dois demander à une IA de te produire et le résultat, tu te dis, bon, un jour, un matin, l'IA pourra te dire ce que tu ne veux pas. Et donc, je rebondis aussitôt sur la prochaine question. Et vous, vous êtes conseiller scolaire, de réorientation scolaire, d'accord? Beaucoup plus dans le domaine de l'éducation. En ce qui concerne les apprenants, est-ce que les apprenants doivent avoir connaissance de l'IA? Oui, bien sûr. Maintenant, parce qu'on a parlé de la paresse tout à l'heure. Oui, ils doivent avoir connaissance de l'IA. Maintenant, est-ce qu'ils doivent l'utiliser et quand est-ce qu'ils doivent l'utiliser? Là, un autre débat. On a parlé tout à l'heure de domination. Et l'État qui dominera sur les IA dominera sur les autres États. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Vladimir Poutine. Donc, comprenez les enjeux géostratégiques même de l'IA en réalité. Donc, priver toute une jeunesse de comprendre ce type de technologie, de l'utiliser, de la tester, de la créer, parce qu'il faut la créer aussi. Il faut avoir des codeurs, des développeurs, des gens brillants pour façonner ce type d'intelligence artificielle qui nous ressemble, parce qu'il y a des biais sérieux par rapport à qui crée quoi et qui dit quoi. Donc, dans le milieu éducatif, ce dont on a peur, c'est que
nos apprenants n'apprennent plus, délèguent le process d'apprentissage à une IA, quitte le rapport enseignant-apprenant, qui est un rapport de socialisation, qui est un rapport de supérieur à pas inférieur, en tout cas, oui, du supérieur à inférieur, d'aîné aussi, qui est un rapport de je me mets à une place où je ne connais pas et j'attends de recevoir la connaissance de quelqu'un. Juste parce que cette personne connaît ceci. Peu importe comment cette personne s'habille, peu importe comment cette personne me parle, peu importe que j'aime la personne ou pas, c'est un rapport humain qu'il est intéressant d'avoir. Parce que si vous ne l'avez pas et vous venez en société étant désocialisé, il y a beaucoup de choses que vous ne saurez pas faire. Donc, dans l'éducation, c'est l'une des choses dont on a peur, que pour un devoir, au lieu de réfléchir, de passer sur les chemins cognitifs, de chercher, d'aller dans la pensée critique, on rentre, on fait le prompt. Le prompt, c'est ce que vous dites à la machine. Oui, en matière, enfin, pour les moteurs de recherche du type Google et consorts, ou les métamoteurs de recherche, ce sont des requêtes. Alors, pour les IA de type génératrice de texte, ce sont des prompts. Et donc, quand vous lui donnez un prompt, et il vous génère ce pourquoi, enfin, conformément à ce que vous avez prompté. Donc, il y a les métiers qu'on appelle ingénieur prompt. Par exemple, moi, je suis ingénieur prompt, autodidacte, mais ingénieur prompt quand même. Parce que c'est une façon, une cognition particulière pour savoir quoi dire, pour avoir le bon résultat. Et pour pouvoir le faire, il faut être intelligent. Ce n'est pas, les outils d'intelligence artificielle ne sont pas faits pour ceux qui sont paresseux, ni pour ceux qui sont bêtes, hein, loin de là. Parce qu'il faut pouvoir l'utiliser à bon escient. Si vous faites mal le prompt, il vous sortira un résultat structuré, d'accord, qui aura l'air d'être bien, beau, d'accord, mais qui sera vide, qui va passer à côté. Et comme vous n'êtes pas brillant, comme vous refusez et vous êtes rebelle à la culture, peut-être même, vous allez passer à côté, vous allez penser que c'est exactement ça. Vous allez faire du copier-coller, vous allez le soumettre au professeur qui, lui, sait que cette façon d'écrire-là, ce lexique-là, ces mots que vous avez utilisés là ne sont pas de votre niveau. Ce n'est pas des constructions qui sont celles d'élèves de 5e ou de terminale ou même d'étudiants. Ils savent comment vous rédigez, ils savent les fautes que vous faites. Alors, d'avoir un devoir nickel, sans faute, avec des références, c'est bien. Mais vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas suivi le chemin d'apprentissage qui veut que vous alliez faire des recherches, que vous posiez, que vous fassiez le tri de ce qu'il faut garder, ce qu'il faut laisser, que vous arriviez à le structurer, à le mettre sur papier, parfois à travailler en groupe pour ensuite le soumettre. Donc, il y a beaucoup de choses à dire quand on parle d'intelligence artificielle. On va revenir tout à l'heure encore par rapport aux apprenants. Oui, vous dites? Je voulais renchérir un peu avec ce que M. Abalo a dit. Aujourd'hui, on ne peut pas occulter l'intelligence artificielle de l'éducation à la jeunesse. Moi, je pense qu'il y a eu des virages importants dans l'alphabétisation. Avant, quand on parlait d'alphabétisation, c'était apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, quand on parle d'alphabétisation, c'est au minimum maîtriser l'outil informatique. Priver la jeunesse aujourd'hui d'un outil comme l'IA, c'est préparer les analphabètes de demain. Donc c'est très important de leur mettre à disposition cet outil-là pour qu'ils puissent être à même de pouvoir faire face aux réalités de demain. Parce qu'aujourd'hui, en Occident, c'est une réalité qui fait partie du quotidien des apprenants. En Asie, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, on a des petits Asiatiques de 7, 8, 10 ans qui codent déjà. Aujourd'hui, est-ce que nos enfants sont capables de le faire? Non. Donc, on a clairement loupé le virage de l'alphabétisation informatique. Donc, ce prochain virage-là, on est vraiment au moment où il ne faut pas le louper. Donc, c'est quand même important de le dire. Maintenant, pour ce qui est de la crainte que les enfants ou que les apprenants n'apprennent plus, je pense qu'aujourd'hui, autant il y a l'IA, autant il y a des outils qui permettent de détecter si un travail a été fait avec l'IA ou pas. Donc aujourd'hui, c'est un outil, ce sont des outils que les enseignants doivent pouvoir s'approprier pour limiter cette paresse-là dont on était en train de parler tout à l'heure. D'accord. Oui.
Merci beaucoup. L'enseignement de l'intelligence artificielle dans nos écoles, si je peux le dire ainsi, je pense que c'est une question à prendre avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes. Parce que comme M. Khaled le disait, effectivement, on crée ce que l'apprenant peut faire avec l'intelligence artificielle. Moi, je ne dirais pas qu'il ne faut pas enseigner l'intelligence artificielle, mais je dirais plutôt qu'il faut savoir à partir de quel niveau il faut enseigner l'intelligence artificielle. Je suis point focal de l'école de thé sur l'intelligence artificielle au niveau senior. L'école de thé, c'est déjà de la terminale jusqu'à l'université. Oui, nous sommes allés sur cette base parce que nous pensons que vous avez besoin de certaines bases scientifiques pour aborder les notions de programmation, d'intelligence artificielle. Mais lorsque nous parlons de l'utilisation des IA, je prends par exemple les IA génératives, nous n'avons peut-être pas besoin d'être en terminale d'abord. Mais enseigner l'utilisation des IA génératives à un écolier peut avoir un impact négatif. Donc, moi, je dirais plutôt qu'il faut des cadres de réflexion sur les normes. Nous n'allons pas ne pas enseigner l'intelligence artificielle, mais comment enseigner l'intelligence artificielle? Il ne faudrait pas que nous allons directement sur cette base de oui, l'Europe le fait ainsi, l'Asie le fait ainsi. Il faut prendre également le côté sociologique. Il y a un côté sociologique qu'il ne faut pas oublier. Il faut copier, mais il ne faut pas tout copier. Il faut copier avec pincette. Donc moi, je suis d'accord pour l'enseignement de l'intelligence artificielle. Je suis d'accord pour l'enseignement de l'informatique qui aujourd'hui est la base, si je peux le dire. Comme l'a dit M. Khaled, l'analphabète, c'est celui qui n'allait pas à l'école, qui ne savait pas parler français. Mais aujourd'hui, c'est celui qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. Donc nous pouvons enseigner l'intelligence artificielle, l'utilisation des outils, mais à partir d'une classe donnée. Et comme l'a dit M. Abalo tout à l'heure, lorsque vous utilisez même ces IA, ton ChatGPT, les apprenants, quand même, les professeurs ont cette manière de détecter. Pour le IA, par exemple, nous avons, c'est vrai, sur notre plateforme, un détecteur de plagiat qui monte directement lorsqu'il y a plagiat. Mais aussi, parfois, lorsque nous lisons la lettre, aussitôt, une lettre de motivation pourra vous dire, ça, c'est ChatGPT. Il y a des clés, il y a des choses qui ne trompent pas. Et lorsque nous voyons, nous disons, oui, ça c'est ChatGPT. Mais en même temps, comme l'a dit M. Abalo, ceux qui utilisent ChatGPT, ce ne sont pas ceux qui sont des paresseux, ni ceux qui sont bêtes. Ce sont les plus intelligents qui utilisent très bien l'IA. Parce qu'un individu lambda peut utiliser l'IA. Il vous produit un texte. Vous allez utiliser un détecteur de plagiat. Vous allez prendre tous les professeurs, mais on vous dira que non, il a fait de lui-même parce qu'il sait l'utiliser. Du coup, cette question, c'est une question à prendre avec beaucoup de pincettes, à réfléchir, mûrir. Oui, il faut l'enseigner. À partir de quand? Parce que vous mettez un pistolet dans la main d'un enfant. Vous imaginez ce qu'il peut faire? Merci beaucoup. L'image de fin est très forte. Alors, Monsieur Abalo, dites-nous, dans le monde scolaire, les enfants, les apprenants, d'accord, qui se fient uniquement, il y a des apprenants, leur quotidien, c'est l'IA. Quel message avez-vous à ces apprenants? Je leur dirais que c'est déjà très bien de s'intéresser aux outils, aux outils d'intelligence artificielle, à la technologie. C'est très bien. Sauf que notre crainte pour eux est que cette technologie ne les domine, ne les retarde cognitivement, ne les laisse pas se développer, ne laisse pas leur créativité se développer, ne laisse pas l'expression de l'humain dominer sur l'outil qui est en face d'eux. Se fier totalement, ou majoritairement à ce type d'outil parce qu'on regarde les résultats qu'ils donnent est une erreur. J'aimerais vous montrer un peu comment est-ce que ça marche quand vous promptez. Quand vous promptez, l'IA est comme un super calculateur. Les algorithmes vont chercher une multitude d'informations qui ont été ingurgitées par ces algorithmes, cette IA-là. Donc, l'IA ne crée pas, va chercher des informations disponibles qui sont soit vraies, soit fausses, soit nuancées. Donc,
faire confiance aveuglément à ce qui est sorti comme résultat est une erreur de base. Vous pouvez chercher une structure, un modèle, c'est-à-dire un montage particulier pour dire que c'est le point de départ de votre réflexion, où les idées qui sont avancées vous plaisent bien, vous avez envie de faire autrement, comme point de départ, comme base. Mais s'y fier totalement, je vous dis non, parce qu'il y a de vrais biais. Pourquoi? Parce que ce sont des humains qui ont conçu ça. Et ils l'ont conçu en fonction de leur environnement. Ils l'ont conçu en fonction de leurs valeurs. Ils l'ont conçu en fonction de leur vision du monde. Et leur vision du monde influe sur comment est-ce qu'ils disent à l'IA, ça c'est oui, ou ça c'est non. Mais ce qui est oui pour l'autre et qui pour vous est non, imaginez que vous fassiez le prompt et qu'on vous dise que ce qui est non pour vous est oui. Que diriez-vous en ce moment? C'est ce qui est poignant dans l'utilisation de ces IA. C'est pourquoi je dis que moi je voudrais vraiment qu'il y ait des IA qui se rapprochent beaucoup plus de nous, faits par nous, utilisés par nous, très puissants et que nous pouvons utiliser dans beaucoup de domaines. Donc, chers apprenants, quel que soit le niveau auquel vous êtes, et je sais que les IA seront utilisées beaucoup plus au supérieur que dans les classes inférieures parce que on dit prenez une feuille, c'est pas évident que vous sortiez une tablette ou un téléphone pour commencer à demander, pour consulter. Forcément, et si on vous demande un travail de groupe ou un mémoire, souvent pour les mémoires ou pour les exposés, que vous allez prompter, qu'on vous rédige tout, on vous sort les images, de très belles images, mais il y a un chemin de cognition qui est gâché. Et ça va vous mettre en difficulté plus tard. Quand on parle des langues, je vais chuter sur ça, parce que j'imagine je ne vais pas monopoliser la parole. Quand on parle des langues, il y a quelques années, j'ai vu un éminent ministre qui disait qu'aujourd'hui, avec les IA, ce ne serait plus vraiment utile de faire des formations dans certaines langues. Bon, à première vue, ça paraît vrai. Mais je vous propose de réfléchir d'une autre façon. Imaginez que vous êtes dans une réunion, avec une réunion importante, où l'on parle de sujets importants, de sujets vraiment importants qui ne doivent pas être divulgués quelque part, et que nous ne parlions pas la même langue, que chacun sorte son smartphone, son outil de traduction, pour interpréter ce que chacun dit. D'abord, le lien social est rompu. Deuxièmement, le message est envoyé à quelqu'un d'autre d'abord. Or, vous disiez que la réunion était secrète et que ce que vous disiez devrait rester entre vous. D'où le fait de la protection des données, de l'intrusion dans la vie privée. C'est aussi l'un des enjeux majeurs, le fait de pouvoir gérer l'intrusion des IA dans notre vie privée et la collecte des données. Nous savons déjà que les promoteurs de ces grandes applications, les acteurs de ces révolutions technologiques jouent des coudes pour pouvoir garder par devers eux quand même la maîtrise sur ces outils. Quand j'entends que le fondateur de Telegram a été arrêté, on se dit oui, il y a un problème par rapport à la protection des données. Quand on entend des piratages réguliers, qu'est-ce qui est fait de nos données? Surtout que ces IA seront de plus en plus privées à nous. Nous leur parlerons des choses que nous ne disons pas à d'autres personnes. Nous leur disons, ah, je souffre de ceci, j'ai tel symptôme, qu'est-ce que tu me proposes comme remède? Ah, je veux faire une surprise à mon patron, je veux faire ceci, quel plan tu me donnes? Donc, au fur et à mesure, l'IA qui apprend de ses erreurs, qui apprend de vous, parce qu'elle apprend de vous aussi, collecte des données. Pour faire quoi plus tard? Question se pose. Voilà. D'accord. Monsieur Christian Caleb Doumaté, quelles sont vos principales inquiétudes concernant le développement de l'IA? Alors, est-ce que vous craignez d'abord l'IA? Non, je ne crains pas l'IA parce que moi, j'arrive quand même à dominer l'IA. Vous arrivez à dominer l'IA? Oui, parce que j'ai mes connaissances, j'ai mon intelligence et l'IA pour moi, c'est un outil, ça ne me remplace pas dans mon travail. D'accord. Les inquiétudes que je pourrais avoir par rapport à l'IA, c'est beaucoup plus par rapport à l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, déjà, on a parlé de tout ce qui est protection de données. Donc, où est-ce que nos données vont?
En tout cas, s'il y a des choses qu'on a vraiment envie de garder pour soi, les IA peuvent y avoir accès. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça revient sur ce que vous étiez dit tout à l'heure. Absolument. Ça reste aujourd'hui une préoccupation majeure. Mais heureusement qu'il y a des lois sur tout ce qui est protection des données. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que ces lois-là sont effectivement respectées par ceux qui ont conçu les IA et les différents outils technologiques que nous utilisons. Donc ça reste quand même un gros point d'interrogation. En dehors de ça, par rapport aux générations à venir, ça reste quand même quelque chose auquel... Quel genre d'adultes aurons-nous demain? Exactement. Déjà qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont de plus en plus renfermés, qui ont de moins en moins de liens sociaux avec l'évolution de l'IA. Qu'est-ce que ça va donner avec nos générations futures? Donc, ça, je pense que ce sont les craintes majeures que moi je peux avoir par rapport à l'IA. D'accord. J'aimerais bien renchérir là-dessus en donnant un exemple que je combats souvent. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui vont à des fêtes et qui sont dos courbés, tête baissée, chacun devant son téléphone. Nous, on ne comprend pas ça. Pour nous, une fête, on vient, on voit des amis, on sourit, on discute. Mais vous venez à une fête, il y a de la musique et vous voyez plein de jeunes garçons, plein de jeunes filles, la tête baissée. Alors que l'on disait que ces réseaux sociaux étaient faits pour nous permettre de communiquer avec plus de gens, pour densifier nos liens sociaux. Ce qui veut donc dire que l'effet pervers peut se projeter sur ces nouveaux outils qui nous permettent d'avoir ce que nous voulons. Parce que, comme on a parlé de fil d'actualité tout à l'heure, ces outils nous font vivre dans un monde imaginaire et qui nous fait plaisir, qui nous déconnecte de la réalité. Parce que nous pouvons dire, ce contenu ne me plaît pas, je le supprime. Et l'IA comprend que, puisque c'est une guerre de l'attention, nous sommes dans l'ère de la distraction, il veut vous maintenir là, il dit très bien. Mais monsieur Michel Soudé veut rapidement... D'accord, oui, continuez. Donc, pour ça, l'IA fera en sorte de vous garder sur les outils et donc ça ne permettra pas de sociabiliser de manière véritable. Et c'est une compétence professionnelle importante. Quand on dit travailler en équipe, savoir travailler en équipe, c'est savoir rester avec des gens, gérer les humeurs, comprendre les changements de moments, de mood pour avoir le meilleur résultat. Être un leader, c'est comprendre aussi comment je peux faire sortir la meilleure partie des éléments qui travaillent avec moi. Et pour ça, c'est pas l'IA qui le fait, c'est l'humain. C'est une compétence humaine qu'il faut développer et en le sachant aujourd'hui, on peut se préparer, on peut se déconnecter, garder la maîtrise, donc dominer l'outil qu'on utilise afin de ne pas tomber dans ce travers. D'accord. Okay, merci beaucoup. En parlant des inquiétudes, moi, je vais me pencher beaucoup plus sur les fausses informations. D'accord. Sur l'IA, il y a de fausses informations. Oui, parce que les IA utilisent des bases de données, des données qui sont fournies par des hommes. Mais lorsque l'information fournie à la base est une fausse information ne peut jamais produire un bon résultat. Une fausse information produit un faux résultat. Donc les fausses informations, qu'est-ce qui est fait derrière sur la qualité des données qui sont utilisées par nos intelligences artificielles? Et qui dit qu'est-ce qui est fausse information? Et qui dit qu'est-ce qui est fausse information? Voilà. Et je parlerai également des biais algorithmiques. Oui. Quand je parle des biais, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur parce que tout dépend du concepteur en partie. Je prends un concepteur raciste. D'accord, oui, un concepteur raciste. Vous, qui est raciste d'après moi. Ou plutôt, je vais donner l'exemple d'un recrutement et on veut utiliser une intelligence artificielle pour un recrutement. Et on utilise des données d'une entreprise dans laquelle nous avons 90% d'hommes et 10%, 90 ok, 10% de femmes. Et 10% de femmes. Et vous demandez à l'IA de faire le recrutement. Votre IA s'arrangera pour avoir 90% d'hommes et 10% de femmes. Parce que quoi? Les données qu'il a eues, il pense que ces données constituent la normale des choses. Donc lui, il évolue sur cette base. Alors, il faut un travail derrière pour éviter quand même ces
c'est bien, c'est bien. Tout à l'heure, M. Khaled a parlé des liens. Et la sécurisation des non, données. je ne voudrais pas parler de la sécurisation. Les liens sociaux. Les liens sociaux. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus solitaires. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus solitaires. Est-ce que je dirais... Est-ce que ce sont les jeunes que vous côtoyez? Je ne dirais pas que seulement les jeunes en général, que je côtoie. Je pense que c'est un constat en général. Et là, je ne parle pas nécessairement des intelligences artificielles. Monsieur Abalo, je ne parle pas de vous. Je ne vais pas généraliser parce que je n'ai pas de statistiques. D'accord. Mais on rencontre beaucoup de jeunes. Monsieur Abalo le dit tout à l'heure. Lorsque vous allez à des fêtes, vous voyez des jeunes qui sont accrochés à leur portable, qui ne passent plus du bon temps. Là, ce n'est pas nécessairement à cause des intelligences artificielles, mais c'est à cause du numérique en général. Du numérique en général. Vous prenez même nos enfants aujourd'hui, ils sont plus collés aux tablettes qu'aux jeux. Donc, je pense qu'il faut une réflexion à cet endroit, la dépendance des intelligences artificielles. Il ne faudrait pas que nous soyons dépendants de ces outils. Nous devons, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, nous devons dominer les intelligences artificielles. Donc, mes inquiétudes vont beaucoup plus à cet endroit. Un monde où nous avons beaucoup de... Nous ne savons pas ce que les gens font de nos données. Oui, et je voulais même aborder cette question. Il a parlé de ces données personnelles. Comment l'IA arrive à sécuriser ces données personnelles? Comment l'IA arrive à sécuriser? Est-ce que je dirais que ces données sont sécurisées? Il y a un individu lambda qui se trouve quelque part, qui a accès à ces données. Mais il y a des protocoles, eux, ils disent non, nous n'allons pas fournir ces données à certaines personnes. Je me rappelle quand Donald Trump devait aller aux élections, c'était Clinton, si je ne me trompe pas, pour son premier mandat. Non, avec Hillary. Avec Hillary. Clinton, j'ai vu le... À un moment donné, Hillary prenait de l'ascendance. Mais une vidéo qui date de très longtemps refait surface. Et on dit que Hillary est raciste. Et en un clin d'œil, ça chute. Cette donnée se retrouvait où? D'accord. Quelque part. Cette donnée se trouvait quelque part. Et à ce moment précis, je ne dirais pas que c'est son opposant qui a travaillé à ce que cette donnée me fasse surface, mais ça montre quand même que nos données ne sont pas vraiment sécurisées. Non, on ne peut pas le dire avec une certitude à 100%. Donc, il est important d'avoir quand même des normes qui régissent notre société pour dire, les amis, les données, ne faites pas sortir, cachez les données, tout et tout. D'accord. Monsieur Caleb Doumaté, selon vous, comment pouvons-nous nous assurer que l'intelligence artificielle soit développée de manière éthique? Je pense que ça, ce n'est pas vraiment à notre niveau en tant que citoyen. Ça, on n'a pas directement ce pouvoir-là. Mais je pense que c'est beaucoup plus au niveau des législateurs qui doivent pouvoir travailler à créer le cadre dans lequel nos données doivent pouvoir être sécurisées à travers tout ce qui est IA, à mon avis. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, dans certaines régions ou zones économiques, il y a des lois qui sont prises, il y a des réglementations qui sont prises pour cadrer ce genre de choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes technologiques mettent un léger train de retard à entrer en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, tout ce qui est loi sur protection des données, tout ce qui est réglementation, c'est assez strict. Ce qui passe facilement ailleurs, passe un peu moins facilement en Europe. Donc je pense que ça dépend également du législateur qui doit légiférer en la matière pour réellement protéger les citoyens. Maintenant, à notre niveau, en tant qu'individu, je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est de faire attention aux données qu'on met à disposition. En termes, déjà dans nos échanges au quotidien avec les gens, il faut faire attention aux autorisations qu'on donne déjà dans notre téléphone par rapport à tout ce qui est caméra, tout ce qui est micro. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile
quand vous échangez avec quelqu'un, vous parlez de quelque chose, 1 ou 2 jours plus tard, vous voyez la publicité de ce dont vous avez parlé s'afficher sur le grand s'afficher sur public. les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, il faut faire attention aux autorisations qu'on donne à nos appareils et faire également attention aux données qu'on met à disposition, justement, de ces IA-là, nous concernant. D'accord. Monsieur Michel Soudé. Oui, monsieur Kaledawi a parlé des législateurs, tout et tout, mais je pense que tout dépend de l'utilisateur. Je pense que tout dépend de l'utilisateur. Il ne faut pas parler seulement des législateurs, mais également des utilisateurs. Je vais prendre l'exemple de... Quand je prends la dynamite, à la base, ce n'était pas créé pour tuer. C'était pour casser les montagnes, pour construire des voies. Mais les utilisateurs, ils ont amélioré. Et aujourd'hui, nous avons des bombes qu'on utilise pour quoi? Pour tuer. Donc, l'intelligence artificielle, comme on a eu à le dire, est un outil qui vient faciliter la vie à l'homme. Mais l'utilisateur peut décider d'en faire ce qu'il veut. L'utilisateur, oui, il y a des normes, il faut des normes, mais il faut également une sensibilisation autour de l'utilisation des intelligences artificielles. Une sensibilisation, oui, on n'a pas de la confidentialité, mais moi je tiens beaucoup à ce qu'on sensibilise sur ce que nous faisons de ces IA qui sont à notre portée. Je peux utiliser l'intelligence artificielle pour vous nuire, comme je peux utiliser l'intelligence artificielle pour vous faire du bien. L'intelligence artificielle, je pense que l'intelligence artificielle est créée dans le but d'aider les hommes. Donc, comment s'assurer sur l'éthique et autres? Je pense qu'il faut s'assurer que les hommes ont une bonne éducation. D'accord. Alors, monsieur Abalo, est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître avec le temps quand on parle de l'IA? Vous voyez que le plateau est hilar déjà par rapport à cette question, évidemment. Et même si les IA n'avaient pas fait ce bond, il y a des métiers qui vont disparaître. Ça fait partie de ce qu'il faut comprendre. Maintenant, je sais, et on en parlait en plateau, oui. Enfin on en parlait avant même... que la question nous vienne. Oui, avant le début de l'émission. Et je me rappelais qu'il y avait des panels où les graphistes discutaient de cette question-là en se disant, mais avec des IA comme Midjourney, Dali, je ne sais plus quoi, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir faire le travail avec des Write Sonic, avec des GPT, ainsi de suite, comment ils allaient faire les articles, comment ils allaient pouvoir être plus productifs, ainsi de suite. Force est de constater que il y a des métiers qui vont devoir s'adapter. Ils ne vont pas vraiment disparaître. Ils vont s'adapter. Ils vont devoir s'adapter pour continuer à être pertinents. Il y a des compétences qui vont devoir s'ajouter pour pouvoir être pertinents. Je fais une petite parenthèse parce que je ne sais pas pourquoi c'est présent dans la tête. Vous parliez de dynamite tout à l'heure. Vous savez que la dynamite, c'est Nobel qui l'a fait. Et Nobel, on parle de prix Nobel. Et pourquoi on parle de prix Nobel? Parce que finalement, il s'est rendu compte que son œuvre, son invention a fait plus de dégâts que ce qu'il imaginait. Donc il a voulu dans son testament changer cela. Le parallèle est fait par rapport aux outils d'IA. Beaucoup parmi ceux qui ont conçu ces outils posent des réserves aujourd'hui. Donc ce n'est pas que nous avons à être optimistes particulièrement ou pessimistes. Nous devons le voir avec la réalité de ce que c'est, comme une arme que nous n'arrivons pas encore à maîtriser, une arme nucléaire d'ailleurs, très puissante que nous n'avons pas encore à maîtriser et dont le bouton est ailleurs. En plus. Le bouton est ailleurs, justement. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, rappelez-moi votre question initiale. Oui, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Oui, enfin, oui et non, comme je l'ai dit. Donc, en fait, j'avais déjà répondu oui et non. Ils vont devoir s'adapter. Il y a des métiers qui vont se créer aussi. Quand je parle d'ingénieur prompt, c'est un métier qui n'existait pas. Et quand je parle de spécialistes en digitalisation, c'est les métiers qui sont en train de venir. Quand je dis que chaque entreprise
cette entreprise, ce groupe télévisuel devrait avoir à minima 2 ou 3 personnes spécialisées dans les outils d'intelligence artificielle. Vous me demanderez pourquoi, mais c'est la base, parce que vous avez des objectifs en matière d'audimat, en matière de création de contenu, audio et visuel, en matière de présence digitale, et à chaque fois, on veut pouvoir atteindre l'objectif avec le moins de ressources possible, avec le moins de temps, en perdant le moins de temps possible, et avec le niveau de qualité optimal. Donc pour faire ça, soit je vais faire du recrutement, je paye beaucoup d'argent, soit je prends des gens compétents, maîtrisant ces nouveaux outils qui me permettront d'aller plus rapidement. Voilà. D'accord. Monsieur Caleb Maté, selon vous, quels sont les métiers qui vont émerger avec l'IA? Forcément, il y aura beaucoup, je dirais qu'il y a beaucoup de métiers qui vont déjà devoir s'adapter, comme l'a dit monsieur Abalo. Les métiers qui vont se créer, on en a déjà un, tout ce qui est ingénierie prompt, tout ce qui va être data science, donc pouvoir analyser des données grâce à l'IA. Bon, là, tout ce qui est data science, ça existe, mais ça va se renforcer davantage avec tout ce qui est IA. Il y a énormément de possibilités. Voilà. Exactement, voilà. Donc il y a tous ces métiers-là qui vont émerger avec l'IA et d'autres qui vont également s'adapter avec les IA. D'accord. Et vous? Nous allons parler également des spécialistes en Big Data. Pas data scientist, Big Data, parce que aujourd'hui c'est pratiquement la même chose. Donc il y a ces métiers qui vont devoir s'adapter, qui doivent faire un pas vers devant. Mais est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui vont disparaître? Je pense bien qu'il y aura également des métiers. Le premier métier auquel je pense, peut-être à tort ou à raison, tout ce qui est rédaction web. À mon avis, je pense que c'est un métier qui va prendre un gros coup. Ça va prendre un coup, mais je ne dirais pas que ce métier va disparaître. Alors, quels sont les métiers qui vont disparaître dans le temps? Moi, je pense sur le coup au métier manuel. À quelques métiers manuels en industrie. Quand je pouvais en industrie, avec l'intelligence artificielle, il y a certaines choses que... Bon, je prends notre menuisier artisanal. À un moment donné, il risque de laisser sa place à quelqu'un qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Mais comment? J'ai un ami qui n'est pas menuisier de base, mais qui allait apprendre la menuiserie sur le tas. Et lui, il est informaticien. Donc, il a les aptitudes en intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce que l'individu, le menuisier lambda réalise en 2 jours, lui, il a la possibilité de vous réaliser ça en 1 journée. Grâce à l'intelligence artificielle? Grâce à l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il a de ces... avec son ordinateur, il a déjà modélisé. D'accord. Il prend du laser, tout et tout, et paf, en un clin d'œil, il réalise son travail. Mais son menuisier, là-bas, lui, il commence pas à réfléchir. Il commence pas à dire, oui, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois dessiner, je dois faire ci, voilà. Regardez tout le temps que lui prend pour réfléchir, pour choisir le bon bois, pour faire ça. Au moment où l'autre, il a déjà modélisé, il a déjà envoyé au client, il dit, voilà ce que j'étais. Et il envoie même en version comment? Numérique. Ce que mon menuisier artisanal, je donne cet exemple poignant quand même. Ce que l'autre ne peut pas faire. Et tu dis non, je veux cette partie, il faut me redesigner ça. Et si. Aujourd'hui, ce menuisier chez qui il a eu à apprendre sur le tas, se sent parfois frustré. La dernière fois, il était avec lui, il dit, mais aujourd'hui, mais lui, il a su innover quand même. Il gagne plus que moi. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette base scientifique en intelligence artificielle. Donc, ce métier, si demain, les scientifiques commencent par se reconvertir en menuisier, je donne cet exemple, hein, vous imaginez combien pourront... ça ne va pas disparaître, dit que ça va disparaître, mais ça aura un impact crucial sur nos chaînes, sur l'activité. D'accord.
Donc, c'est un peu ça. Et quand je parle de... Comment je vais dire? Monsieur Caleb. Monsieur Caleb parlait de la rédaction web. Oui. Non, la rédaction web ne va pas... Ça ne va pas disparaître, mais ça aura un impact, comme je l'ai dit. Donc, je pense que je suis allé trop loin en disant que des métiers vont disparaître sur le coup. Mais il faudra les améliorer. La rédaction web, aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus comme avant. Et même le coût. Avant, on te payait peut-être 5 francs le mot. Sur certains articles, tu vas voir que ça a plus de coûts. Ça a baissé. Donc, ça ne disparaîtra pas. Il faut juste s'adapter. Il faut utiliser ces outils. Il faut être à la page, comme le disent certaines personnes. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Abalo, l'intelligence artificielle, est-ce que ça promet un futur meilleur ou, en résumé, est-ce que ça promet un futur meilleur ou nous devons craindre? En résumé? Oui, en quelques mots, parce que le temps qui nous est donné est déjà imparti. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cela dépendra de la sagesse des humains. D'accord. De notre capacité à nous brider, notre compréhension du fait que l'homme n'est pas une création de l'homme et que il n'est pas sage de créer des outils qui peuvent nous annihiler nous-mêmes. Voilà. D'accord, merci. Et vous, un dernier mot? Je dirais que je suis optimiste quant à l'avenir avec l'IA. Mais bien évidemment, comme l'a dit M. Abalo, c'est à la condition que l'homme arrive à se canaliser, à se brider par rapport à l'utilisation qu'il fait de ce puissant outil-là. D'accord. Merci. Et vous, pour conclure? En quelques secondes. Merci beaucoup. Je crois que je vais dans le même sens que M. Abalo, M. Caleb. Dit que l'IA nous réserve un futur meilleur, c'est à condition que les hommes soient sages. D'accord. Parce que sans sagesse, je crois que l'IA nous réservera un futur. Merci à vous pour toutes ces explications et que vous nous avez apportées. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre émission préférée, la Cour commune de ce jour, qui a pour thème l'IA, notre futur entre espoir et crainte. Nous étions avec nos experts, M. Miché Soudé, point focal senior à l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée. Également, M. Doji Abalo, conseiller d'orientation et de réorientation scolaire professionnelle. Et pour finir, nous étions également avec M. Christian Caleb Doumaté, consultant communicateur digital. On retient que l'intelligence artificielle est une double lame. Elle peut être à la fois une source d'espoir et de menace. Il est essentiel de développer des outils de régulation efficaces pour maîtriser cette technologie et éviter surtout les dérivés dans le monde éducatif scolaire. C'est tout pour la Cour commune de ce jour. Merci à toute l'équipe de la technique et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre chaîne YouTube eTélé-Bénin, notre compte X eTélé-Bénin, notre page Facebook eTélé en direct via nos applications iOS et Android eTélé-Bénin, eTélé avec vous, pour vous.